Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. Le gouvernement rwandais, par l'entremise de son ministère des Affaires étrangères, l'a fait savoir par voie de communiqué, notifié donc au gouvernement belge lundi 17 mars 2025. Comme principale raison qui est évoquée, le gouvernement rwandais reproche au gouvernement belge de prendre position pour le compte de la République démocratique du Congo dans le conflit qui le pose donc à son voisin de la RDC, mais surtout également de propager des nouvelles mensongères et manipulations dans certains réseaux qui ne sont pas du tout donc du goût dû au Rwanda. Mais surtout on reproche au gouvernement belge son rôle historique dans l'extrémisme ethnique qui séjourne du côté donc du Rwanda, faisant allusion au génocide de 1994. Et puis par la suite, nous allons parler de la RDC, cette fois-ci principalement, avec toujours une implication du Rwanda. Est-ce que nous aurons donc la fin du conflit? Est-elle possible celle-là? Alors qu'il y avait eu un cessez-le-feu annoncé par la présidence angolaise au terme d'une rencontre avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, Raoul Lorenzo. L'on avait convenu des négociations imminentes entre le gouvernement de Kinshasa et le M23. Entre-temps, donc, Kigali avait eu à réagir face aux propos tenus du ministre de la Défense du Congo, qui soulignait que s'ils avaient une bonne armée, c'est qu'aucun pays voisin, aucun ennemi ne leur fera du mal. En retour, donc, au cours d'une rencontre avec les habitants de Kigali dans le programme Kwabe Abatoure, le président Paul Kagame a invité donc les Rwandais à ne laisser aucun moyen pour faire face à l'ennemi. Toutefois, quelques heures il y a de cela, alors que l'on s'apprêtait aujourd'hui à l'ouverture du sommet SADC, toujours du côté de Paris, autour de la crise dans l'est de la RDC, l'AFC et le M23 ont pondu un communiqué dans lequel ils annonçaient leur retrait de la table des négociations. Négociations qui avaient donc bien sûr été annoncées comme l'avons évoqué précédemment. Toutefois, la raison évoquée, bien sûr, c'est l'intervention de certaines forces, de certaines organisations internationales qui ne veulent pas que l'on aboutisse au pourparlers, mais également aussi la position de Kinshasa qui ne semble pas du tout jouer franc jeu, puisque depuis lors, il y a toujours eu des bombardements, mais surtout également aussi d'autres tirs nourris du côté de l'est du Congo et également dans les positions de l'AFC et du M23, ce qui conduit automatiquement à la non-continuation des négociations annoncées et certainement au retrait de l'AFC M23 de la table des négociations. Qu'est-ce qui va donc en venir? Est-ce que finalement donc ce conflit est proche d'une fin? Voilà, mesdames, messieurs, les sujets qui sont soumis à notre analyse ce jour dans le cadre du programme Regard panafricain sur For You Média Africa For You Radio. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour analyser ces questions, nous avons avec nous dans ce studio André-Christelle Fanga, qui est analyste, directeur de publication, on aime bien son l'appeler, le fondateur de la Fangacité DP. Bonjour, bienvenue. Salut Monsieur Noura, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'être dans vos studios. Bonsoir aux techniciens, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux Facebookers, YouTubeurs et tout le reste là qui sont connectés sur toutes les plateformes de For You Africa. C'est pour moi, n'est-ce pas, un devoir panafricain, un devoir africain, un devoir de citoyen du monde de dire que de venir, n'est-ce pas, défendre les positions qui doivent aider l'Afrique à se relever, l'Afrique qui doit se mettre debout pour justement conquérir sa souveraineté, qui doit véritablement s'affirmer en tant que, bon, nous souhaitons l'unité de l'Afrique, donc comme un pays et non plus comme seulement un continent. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous sommes là, confiants, et nous allons continuer à nous
décarcasser pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Voilà donc, merci à vous. Il faut dire qu'il y a eu un moment où vous étiez bien sûr appelé à d'autres fonctions et vous êtes là aujourd'hui avec nous. Je vais lire quelques lignes d'épée au sujet donc du communiqué qui a été pondu par le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale du Rwanda, notifié donc au gouvernement belge. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui, donc c'était lundi, le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Ces décisions ont été prises après une réflexion approfondie de plusieurs facteurs, tous liés aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales. La Belgique a constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC, dans lequel elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant les mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile et injustifiée. Voilà donc une opinion injustifiée et hostile à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Au-delà de son rôle historique destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique qui a conduit à la discrimination et une persécution racinée et finalement au génocide contre les Tutsis de 1994, la Belgique a également permis à son territoire d'être utilisé par des groupes qui propagent le négationnisme du génocide et entretiennent l'idéologie génocidaire. La décision d'aujourd'hui reflète l'engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et à la dignité des Rwandais ainsi qu'à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel. Andé Kissel Fanga, lorsqu'on écoute ce communiqué, la première raison que donne le gouvernement rwandais, c'est que le gouvernement belge tente de maintenir ou bien continue de maintenir ces tentatives pitoyables d'illusion néocoloniale. Est-ce que vous partagez le même point de vue du gouvernement rwandais ou bien vous avez une autre lecture de la situation? Alors, je pense que j'aurais un avis un peu mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, pourquoi? Parce que nous avons là deux pays agresseurs. Deux pays, n'est-ce pas, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, du massacre, n'est-ce pas, du peuple congolais, qui sont à l'origine de la déstabilisation, n'est-ce pas, d'un État qui, normalement, est un État souverain, qui a obtenu son indépendance et qui, normalement, devait atteindre sa plénitude de croisière pour son développement et pour le développement de l'Afrique. Pourquoi je le dis? Je dis parce que le Rwanda est le pays agresseur de la RDC sous la bannière M23 AFC. Donc, c'est le pays agresseur. C'est des gens qui sont en train d'agresser la RDC. Et quand on parle d'agression, ça veut dire qu'il y a les viols, les tueries et tous les éléments qui entrent, n'est-ce pas, dans cette agression-là. Les pillages en ne plus finir. Donc, ce n'est pas un pays que je peux défendre face à cette posture, n'est-ce pas, de rupture des relations avec la Belgique. Maintenant, la Belgique, pays, n'est-ce pas, colonisateur de la RDC, qui a commis des exactions atroces, même de manière brutale, barbare, sur le territoire congolais. Et je pense qu'aujourd'hui, si ces deux-là commencent à se disputer, commencent à faire des choses, parce que l'une des choses que si la Belgique était sérieuse dans la défense ou bien pour défendre les intérêts, soi-disant, de la RDC, elle aurait permis, n'est-ce pas, à la RDC, par exemple, d'avoir une armée, d'avoir, n'est-ce pas, des partenariats gagnant-gagnant avec, n'est-ce pas, les exploitants des ressources naturelles de la RDC, mais elle a plutôt travaillé pour, tuer le leader charismatique, n'est-ce pas, de cette époque-là, Patrice Emery Lumumba, qui voulait la dignité, qui voulait la véritable indépendance de la RDC. Et sans compter que le roi Léopold II est l'instigateur, n'est-ce pas, de l'accaparement, parce que la RDC en 1885, avant la conférence de Berlin,
quand il partait à la conférence de Berlin, c'était justement une propriété privée. La RDC pays était une propriété privée du roi Léopold II. Donc vous voyez que je ne peux pas me mettre dans une logique de défense ou bien d'accord avec, n'est-ce pas, cette lettre du Rwanda ou bien cette note, n'est-ce pas, de suspension des relations diplomatiques avec la Belgique. Donc, je ne peux supporter ni l'un ni l'autre. Parce que c'est deux criminels qui tuent le peuple africain, qui ont tué les peuples africains et qui continuent à massacrer, parce que le Rwanda continue à massacrer, n'est-ce pas, les populations de la RDC. Et donc, c'est un comportement digne, qui n'est pas digne, n'est-ce pas, d'un pays africain, agresser son frère, son voisin, des peuples frères même, parce qu'il faut dire clairement que il y a les peuples congolais et les peuples rwandais sont des peuples frères, parce qu'appartenant à la même aire géographique, n'est-ce pas, parce qu'il y a des Congolais du côté du Rwanda et il y a les Rwandais du côté de la RDC. Donc, vous voyez que c'est un peuple, ils sont issus, certains, n'est-ce pas, des grands clans, n'est-ce pas, qui constituent cette zone des Grands Lacs-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous mettre en guerre contre votre propre peuple et qu'un Africain comme moi, je vienne commencer à supporter ou bien à vous apprécier dans votre posture de rupture diplomatique, n'est-ce pas, des relations avec un autre grand assassin du peuple africain, c'est-à-dire le peuple congolais. Voilà donc, merci Dépi, on l'a compris, mais quand même, il serait intéressant de voir comment est-ce que vous interprétez cette fois-ci maintenant la posture du Rwanda qui accuse le gouvernement belge de prendre effet et cause pour la RDC parce que la Belgique a constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo, dans lequel elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda. Est-ce que c'est une posture biaisée? Est-ce que le Rwanda voulait se faire passer ici pour une victime afin de faire porter le chapeau à la Belgique? Parce que selon lui, la Belgique a pris effet et cause pour la RDC dans le conflit qu'il oppose à son voisin. Ben, vous l'avez bien dit dans vos propos. Je pense que le Rwanda va se victimiser face, n'est-ce pas, à la Belgique. Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que le Rwanda, avec l'arrivée de Kagame, après le génocide, n'est-ce pas, l'arrivée de Kagame au pouvoir, lui-même a entré dans la peau d'un génocidaire. Et je crois que les propos du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'appelant Hitler ne sont pas assez forts. Parce que si le Rwanda veut se victimiser, veut se mettre dans la posture de victime, il faut qu'elle regarde au moins ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC. Parce que si vous ne regardez pas à ça, alors vous faites dans la manipulation. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'ils se retrouvent, parce que l'une des choses nous avons vu quelques films de la mafia. Vous savez que parfois les acteurs de la mafia parfois se retournent contre eux-mêmes parce que les clans commencent à s'affronter. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les clans de la mafia se retournent contre, n'est-ce pas, contre leurs différents acteurs. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une offensive diplomatique, n'est-ce pas, de la RDC qui a crié partout dans le monde que je suis agressé par un pays, n'est-ce pas, appelé le Rwanda. Et le Rwanda avait les accords, n'est-ce pas, avec certains pays européens, avec l'Union européenne même, des financements de l'Union européenne dans plusieurs domaines, vous voyez un peu, et l'achat même des matières premières, n'est-ce pas, en provenant du Rwanda, alors que le Rwanda n'aime même pas il n'y a même pas de site d'exploitation, n'est-ce pas, de ces minéraux-là au Rwanda. Vous voyez que l'Union européenne et certains pays, n'est-ce pas, cautionnaient justement cette guerre, ce pillage, ce vol, cette agression, n'est-ce pas, du Rwanda sur la RDC. Et donc, quand il y a bruit aujourd'hui, parce que les Congolais, dans leur majorité, que ce soit de la diaspora, que ce soit de la RDC elle-même, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont décidé de porter, n'est-ce pas, ces revendications-là partout dans le monde, en disant « je suis agressé,
je suis agressé, n'est-ce pas? Et c'est le pays dont vous financez, que vous apportez votre aide, n'est-ce pas? Que vous accordez des faveurs qui est à l'origine de cette agression-là. Et donc, la communauté internationale autoproclamée, n'est-ce pas, au travers de certains pays, ont commencé à prendre des sanctions contre le Rwanda. Et donc, cette décision aujourd'hui de rompre n'est-ce pas, les relations diplomatiques avec le Rwanda. Donc, ça veut dire que les sanctions ont touché quand même Paul Kagame, c'est-à-dire cet isolement, n'est-ce pas, diplomatique au niveau international commence, n'est-ce pas, à porter des fruits. Et donc, le Kagame est obligé de réagir de cette façon-là pour se victimiser et présenter à la face du monde que non, c'est plutôt lui la victime parce que la RDC est soutenue par la Belgique, alors que c'est faux. Nous savons tous que la Belgique a joué un rôle néfaste et continue à jouer un rôle néfaste, n'est-ce pas, en RDC, comme que ce soit des autres États de la communauté internationale autoproclamée. Vous voyez que cette communauté-là a joué et continue à jouer un rôle prépondérant en aidant le M23 et l'AFC, n'est-ce pas, dans sa progression. Parce que vous n'allez pas me dire, nous connaissons les sociétés qui fournissent des armes, qui fournissent des munitions, qui fournissent, n'est-ce pas, du matériel militaire. Nous savons tous que la plupart de ces sociétés-là ne se trouvent pas en Afrique. La plupart de ces sociétés se trouvent, n'est-ce pas, en Occident. Et nous savons qui sont les plus grands fabricants d'armes, de munitions, de treillis militaires, etc., du matériel militaire. Et donc, ces assaillants, ces milices, n'est-ce pas, ces bandes armées qui obtiennent facilement les armes, les munitions, qui sont parfois mieux armées que l'armée congolaise, vous voyez un peu. Donc, ça pose problème. Ça pose, n'est-ce pas, des problématiques qui disent, mais qui finance finalement le M23 et l'AFC? Donc, vous voyez que c'est cette communauté internationale qui se retrouve encore derrière, n'est-ce pas, c'est l'avancée du M23 et de l'AFC. Donc, véritablement, c'est une victoire pour la RDC parce que les ruptures, n'est-ce pas, de ces relations diplomatiques-là donnent encore une victoire à la RDC aujourd'hui sur le plan diplomatique parce que s'il y a des abruits dans le camp de la mafia, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tapé le coup de pied dans la fourmilière et c'est normal que les termites commencent à sortir. Vous avez appelé camp de mafia, mais il est important, une question qui relève quand même d'un certain débat, et pour comprendre le discours de fond de la posture du Rwanda. Quand le Rwanda DP Fanga dit que, au-delà de son rôle historique et destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique, qui a conduit à la dissémination d'une persécution racinée et finalement au génocide contre les Tutsis en 1994. Donc, le Rwanda accuse la Belgique d'être à l'origine du génocide Tutsi de 1994, mais pas du génocide rwandais. Est-ce que ça ne relève pas... Ça peut être équivoque. Ça peut être équivoque alors qu'il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui se sont passées. Et je ne pense pas que la Belgique était au centre, n'est-ce pas, de ce génocide. Le pays qui était au centre de ce génocide, c'était la France. C'est pour ça que aujourd'hui, vous savez que le Rwanda n'est plus un pays francophone. C'est devenu un pays anglophone. Vous voyez un peu? Il y a eu changement. Parce que le Rwanda a accusé la France d'être à l'origine de ce génocide-là. Et nous tous, nous savons le rôle que la France a joué pour créer ce génocide rwandais. Maintenant, dans la tribalité du débat, M. Kagame veut prouver absolument que s'il y a eu massacre d'un peuple, d'une ethnie, c'est la cause de la Belgique qui a manipulé, n'est-ce pas, un certain nombre de choses pour que ça arrive à cela. C'est pour attirer une certaine sympathie du peuple en faisant croire que non, c'est la défense, n'est-ce pas, des intérêts de ce peuple-là. Alors que M. Paul Kagame ne défend pas un peuple, défend plutôt les réseaux mafieux, défend les réseaux, n'est-ce pas, de ceux qui l'ont installé au pouvoir, qui l'ont permis de rester au pouvoir, qui le permettent, n'est-ce pas, de continuer à génocider le peuple congolais.
Vous voyez un peu la différence, n'est-ce pas, de ce qu'il veut refaire porter le chapeau à des personnes, n'est-ce pas, qui n'étaient pas les acteurs principaux. Ce qui est sur la Belgique a été justement, parce que vous ne pouvez pas être voisin, n'est-ce pas, du Rwanda, alors que la Belgique avait encore la même mise sur la RDC, a toujours la même mise, parce que la plupart des Congolais sont belges. Vous voyez un peu, donc, d'ailleurs on appelait la RDC le Congo belge. Vous voyez un peu, où on avait les Léopoldville, les Elisabethville, les machins. Ça existe même d'ailleurs toujours. Voilà. Ben, je crois que le président... Oui, on est dans une forme de changement. Avec le président Mobutu Sese Seko, n'est-ce pas, avait décidé de changement, n'est-ce pas, pour le nationaliser, n'est-ce pas, les noms des villes et tout ça. Donc, vous voyez que le conflit qui a cours aujourd'hui en RDC et au Rwanda, maintenant on cherche des acteurs ou bien des boucs émissaires pour justement justifier, n'est-ce pas, l'agression du Rwanda envers la RDC, en disant que hier vous étiez soutenu par la Belgique pour combattre le peuple Tutsi, hein? C'est ce qu'il a dit, je crois. Oui, Tutsi. Ouais. Et justement, je voudrais vous relancer. Est-ce que le fait de souligner que le peuple Tutsi, est-ce qu'il n'y a que les Tutsis qui ont été touchés par le génocide? Est-ce que le fait de le dire ne voudrait pas en même temps reconforter la position même des Tutsis face aux Hutus qui sont même le peuple qui est majoritaire, le président Kagame étant issu des Tutsis, pour essayer de tirer notamment la situation vers son côté? Est-ce qu'à l'intérieur même du Rwanda, ça ne peut pas poser un problème que de pouvoir évoquer ce cas? Mais écoutez, vous savez que M. Kagame est très tribaliste. Et tout ce que vous voyez, c'est qu'il n'a pas... Il ne digère pas et il ne continue. Il veut absolument, n'est-ce pas, que l'hégémonie de son peuple continue, n'est-ce pas, à briller, n'est-ce pas, sur le Rwanda et au-delà du Rwanda. Parce que même la guerre qui mène en RDC, c'est pour chercher des territoires pour les peuples Tutsis, qui ont fui le génocide, la plupart qui se sont installés, n'est-ce pas, au niveau de la RDC. Donc, vous voyez que c'est pour justement essayer davantage de tirer profit de sa communauté, de son ethnie, pour demeurer au pouvoir et continuer à mater, n'est-ce pas, les autres peuples. Et je pense que les peuples Hutus devaient justement dénoncer cette situation. Mais bon, vous savez que c'est l'histoire de la guerre, c'est les vainqueurs qui la racontent toujours. C'est les vainqueurs qui sont toujours au devant de la scène et qui conduisent, n'est-ce pas, le débat comme ils veulent et comme ils l'entendent. Donc nous savons tous qu'aujourd'hui, le Rwanda est dominé par les Tutsis, en fait, est commandé par les Tutsis, donc les Hutus n'ont pas grand-chose à dire dans ce pays-là, alors que des propos comme cela devaient justement révolter, n'est-ce pas, le peuple Hutu, qui devait justement réclamer que non, le génocide n'a pas seulement été le génocide seulement des Tutsis. Il y a aussi eu des exactions du côté des Hutus. Et donc, la suprématie, n'est-ce pas, de ce peuple largement majoritaire qui a perdu beaucoup de personnes devait justement être aussi défendue par le premier Rwandais. Parce qu'il faut dire que Kagame, au lieu d'agir comme chef de clan, doit agir comme chef d'État d'un État, d'une nation, appelée le Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire en définitive pour sortir de ce sujet d'accueil entre le Rwanda et la Belgique? Vous avez évoqué dans vos propos que c'était une bonne cause pour la RDC que de voir déjà qu'on puisse arriver. Est-ce que cela voudrait dire par là que derrière justement cela, d'autres pays peut-être européens pourraient également aller dans le sens de pouvoir forcer la main au Rwanda? Parce que soulignons que cette question naît du fait que le nouveau chef de la diplomatie, Maxime Prévost de la Belgique, avait fait objet qu'il y aurait justement suspension de l'aide de la Belgique au Rwanda, ce qui avait d'abord amené la première fois le Rwanda à dire qu'ils vont suspendre, donc dans le sens de la suspension de l'aide bilatérale. La situation a encore davantage été corsée lors du sommet de Munich, où notamment le vice-premier ministre belge avait évoqué la question totale de cette suspension en soulignant que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Est-ce que l'on peut croire
que d'autres pays européens peuvent s'aligner derrière la posture belge qui a forcé la main, comme je le disais, au Rwanda pour que le Rwanda s'expose davantage. Monsieur Noah, l'offensive diplomatique de la RDC est en train de porter des fruits. Je voudrais vous dire pourquoi ça porte des fruits. Ça porte des fruits parce que la RDC, le Rwanda est un pays qui vit essentiellement de l'aide internationale, c'est-à-dire des financements venant, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit des organisations, n'est-ce pas, non gouvernementales, gouvernementaux de ces pays-là. Et donc, l'offensive diplomatique aujourd'hui amène, n'est-ce pas, à ce pays qui a longtemps vécu sur des provisions ou bien sur la perfusion, n'est-ce pas, des moyens venant de l'Occident, alors se voir que ces moyens-là, ces lignes-là être coupées. Et donc, ça commence à créer, n'est-ce pas, des remous au niveau de du Rwanda. Et donc, vous voyez que ce n'est que normal que Kagame puisse sortir de ses gonds, en dehors du vol et du pillage des ressources naturelles qu'il fait en RDC, dont il ne vivait que de l'aide internationale. Parce qu'il avait basé sa politique justement sur cette trahison, ou bien d'être ce cheval de Troie, n'est-ce pas, en Afrique pour justement déstabiliser la plupart des pays africains. Et donc, la RDC est une bonne illustration. Donc, aujourd'hui, que l'offensive diplomatique de la RDC produit ses fruits et que la Belgique, qui était hier le bourreau de la RDC, maintenant accélère ou bien met la pression diplomatique, n'est-ce pas, sur le Rwanda et convainc aussi, n'est-ce pas, d'autres États, parce que en Belgique, quand même, c'est le siège de plusieurs institutions internationales. Donc, ça fait que elle devient le porte-parole de la RDC de manière diplomatique pour atteindre certains objectifs qui mettent en mal ses financements, ses contrats, ses partenariats avec le Rwanda. Et donc, le Rwanda se sent mal dans sa chair en voyant, n'est-ce pas, cette offensive-là du président Tshisekedi et de la RDC au niveau international. Et donc, vous voyez que, étant déjà mis en minorité au niveau international, parce que vous voyez qu'il y a un important accord avec la Belgique qui a été suspendu, ou bien avec l'Union européenne qui a été suspendue. Il y a des importants accords avec, je crois, c'était l'Angleterre, oui, la Grande-Bretagne, qui ont été suspendus. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qu'on nous dit, que peut-être nous ne sommes même pas au courant, et qui sont en train d'impacter, n'est-ce pas, négativement sur l'avenir du Rwanda. Et sans compter maintenant les dernières décisions qui ont été prises, n'est-ce pas, par rapport au M23, l'AFC, n'est-ce pas, ces décisions qui ont été prises là. Donc, vous voyez que diplomatiquement, la RDC a pris une longueur d'avance. En fait, le fait de crier sur tous les toits, n'est-ce pas, que nous sommes agressés, nous sommes violentés, nous sommes, au moins, la communauté internationale qui était aphone, qui était sourde, qui n'avait pas, qui ne voulait pas tendre une oreille compatissante, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, les cris de douleur de la RDC, finalement, a commencé à comprendre que non, il faut faire quelque chose, même si c'est dans l'hypocrisie, mais quelque chose est déjà en train d'être fait. Et ça, nous pouvons dire que c'est une avancée, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais il reste encore beaucoup à faire pour cette communauté internationale-là, et que la Belgique, qui est déjà en bruit, n'est-ce pas, avec le Rwanda, que ces offensives-là continuent pour que plusieurs pays, n'est-ce pas, emboîtent le pas pour que le Rwanda soit complètement isolé. Vous l'avez si bien dit, juste pour lire cette partie du communiqué qui était bien sûr en vos propos, où la Belgique peut porter à travers sa posture de capitale européenne, voire avec d'autres organisations. Il est écrit: aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser pour systématiquement contre le Rwanda dans différents forums.
utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile, injustifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Donc, comme vous l'avez si bien dit, dans plusieurs sommets et forums qui sont organisés, la Belgique, forcément, parle en soulignant qu'il faut voir le cas de l'Est de la RDC et que c'est le Rwanda qui est au Rwanda. Donc, le Rwanda estime que c'est une fausse publicité qui est faite à son endroit, ce qui revenait à vos propos de dire que la Belgique peut amener les autres pays davantage à le faire. Alors, juste à côté du Rwanda, il y a la RDC et ce Rwanda étant encore impliqué là-dessus dans le conflit, donc dans l'Est de la RDC. Le 16 mars, donc dimanche dernier, le président de l'Angola, Raoul Lourenço, avait annoncé avec effet immédiat, appelé ainsi sur le feu avec effet immédiat, entre le M23, l'AFC, et bien sûr appuyé par les forces du Rwanda et les forces régulières de la République démocratique du Congo. Toutefois, le 17 mars en soirée, pour arriver donc au 18 mars, l'AFC M23 s'est retiré des négociations. Le communiqué officiel donc fait savoir que l'Alliance Fleuve du Congo, AFC M23, exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossible les pourparlers tant attendus. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambiguë ne fait que renforcer M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste. Par ailleurs, l'AFC M23 attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait que les forces coalisées du régime de Kinshasa poursuivent leur campagne belliciste à travers de multiples attaques au sol et des bombardements indiscriminés sur des zones densément peuplés ainsi que sur nos positions, utilisant des avions de chasse et des drones de combat CH-4. Dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Première question d'Epé Fanga, lorsque le président Raoul Lourenço avait annoncé la tenue des discussions imminentes entre le M23 et le gouvernement congolais au terme des échanges lors de la visite de Félix Tshisekedi à Luanda chez son homologue angolais, avez-vous cru, vous aussi, à ce que ces négociations puissent avoir lieu? Et puis, question à double volet, par la suite, l'appel à un cessez-le-feu immédiat, avec effet immédiat qu'avait annoncé le président Raoul Lourenço, pensez-vous effectivement qu'il devait avoir lieu? Je pense qu'il ne devait pas avoir lieu. Sachant que, et là, je pense que j'ai encore réfléchi parce que nous étions dans un autre débat tout à l'heure avec un frère congolais qui justement débattait de cette affaire-là. Et j'ai compris qu'il ne devait pas avoir lieu ce débat. Pourquoi? Parce que les objectifs du M23 et de l'AEC ne sont pas dans le cessez-le-feu. L'objectif, c'est de déstabiliser complètement et entièrement la RDC. En fait, la rébellion Kabila est en marche. Je dis bien, la rébellion Kabila est en marche. Quand je parle de Kabila, vous savez de qui je parle. Tout à fait. Et donc, l'objectif de cet ancien supplétif, n'est-ce pas, de Paul Kagame, qui était dans l'un des gardes de M. Kagame à l'époque, son objectif, c'est de revenir au pouvoir. Et comme il ne peut plus revenir de manière constitutionnelle, c'est-à-dire être candidat à une élection, il faut qu'il utilise maintenant les éléments qui ont permis à son soi-disant père d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire la rébellion qui a amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir, qui était composé d'Ougandais, Burundais, Rwandais, c'est cette même, n'est-ce pas,
c'est ce même logiciel, n'est-ce pas, qu'il est allé déterrer pour essayer, n'est-ce pas, de reprendre le pouvoir. C'est pour ça qu'à chaque fois que, par exemple, Nanga prend le pouvoir, Corneille Nanga prend la parole, vous voyez, Tshisekedi ressort avec... pardon, j'ai dit même Tshisekedi. Kabila ressort avec des mots, n'est-ce pas, qui vous prouvent que, en fait, il faut que les gens sachent qu'il est encore là et que il va continuer à exister. Donc, vous voyez que cette situation ne pouvait pas, le dialogue ne pouvait pas. Et je pense que le président Tshisekedi a joué d'intelligence. Parce que vous connaissez ses positions dès le départ. Il avait dit on ne peut pas dialoguer avec des terroristes. Tout à fait. Et donc, ça a été quand même une décision assez étonnante pour moi. Moi, je me suis posé la question comme pourquoi accepter aujourd'hui le dialogue? Mais comme peut-être ces services de renseignement, d'intelligence et tout ça avaient dit non, acceptez le dialogue et vous verrez que en face, ils ne vont pas accepter le dialogue parce que les objectifs ne sont pas le cessez-le-feu ou bien, n'est-ce pas, une entente ou bien une assise. Parce que le M23 criait sur tous les toits, il faut qu'on dialogue, c'est un problème congolais, et c'est un problème de ceci et de cela. Voilà les éléments, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la SADC a mis, n'est-ce pas, les possibilités, le processus de Luanda a mis, n'est-ce pas, les possibilités, le président Joao Lorenzo a mis, n'est-ce pas, a ouvert la brèche pour que, justement, le dialogue puisse avoir lieu. Maintenant, vous refusez. Vous sortez un communiqué, n'est-ce pas, qui... Vous dites non, vous n'allez pas participer à ce dialogue-là parce que les conditions ou bien parce qu'il y a eu ceci et cela et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, si les objectifs étaient véritablement ce que vous recherchez, c'est-à-dire le dialogue entre l'État central, c'est-à-dire de la RDC et vous, pour un cessez-le-feu, alors... peu importe ce qui a été dit, je pense qu'il devait prendre, n'est-ce pas, langue avec... En fait, il devait tenir cette réunion-là pour que on commence. Parce que même quand on a parlé de cesser le feu, même quand la SADC, n'est-ce pas, avant la convocation de cette réunion, avait parlé, n'est-ce pas, d'un cesser le feu, vous avez vu que le M23 et l'AFC continuaient d'avancer sur le terrain au nord Kivu et au sud Kivu. Donc, véritablement, il faut que les gens comprennent que cette alliance malsaine, Rwanda, AFC, M23, a pour objectif de renverser le pouvoir central en RDC. Ce n'est pas autre chose. Et donc, même s'il faut tuer le plus grand nombre, n'est-ce pas, de Congolais pour atteindre cet objectif-là, ils vont le faire. Et c'est chapeauté par qui? Chapeauté, n'est-ce pas? En fait, Kagame veut réinstaller Kabila au pouvoir. Même si vous avez dit que le M23 ne devait pas prendre allusion à certains points, le M23 et l'AFC soulignent dans leur communiqué qu'il y a délibérément des institutions internationales qui s'emploient à saboter les efforts de paix démocratique du Congo, à rendre possible les pourparlers tant attendus. Vous y croyez-vous ou bien vous avez une idée de potentielles institutions internationales qui, selon l'AFC M23, ne voudraient pas que la paix revienne en RDC et saboter les pourparlers? Écoutez, je pense que tous se connaissent. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de mafia. Je parlais de mafia parce que la communauté internationale, ces institutions qui prennent des sanctions contre certains dirigeants, n'est-ce pas, que ce soit de l'AFC, du M23 et les dirigeants rwandais, ces décisions qui sont prises là, c'est parce que justement, ils voulaient par exemple que, en fait, il fallait trouver une raison pour ne pas aller au dialogue. Vous voyez un peu? Parce qu'on a convaincu le président Tshisekedi, non, il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Maintenant, il dit, ok, d'accord, allons au dialogue. Maintenant, il faut trouver une astuce pour que le dialogue n'ait pas lieu. Vous connaissez la stratégie du pompier pyromane. C'est-à-dire, il allume le feu et lui-même vient et vient encore faire semblant d'éteindre
Ah, ouais. Donc, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire, la communauté internationale fait croire que non, on veut résoudre le problème congolais. Sachant que leur bras armé sur le terrain de cette communauté internationale, c'est le Rwanda, c'est l'AFC, c'est le M23. Et donc, pour que les solutions interafricaines ne puissent pas marcher, alors on trouve, n'est-ce pas, des éléments perturbateurs qui vont donner, soi-disant, des raisons au M23 et à l'AFC de ne pas participer au dialogue qui était prévu, n'est-ce pas, par le processus de Luanda. Donc vous voyez que c'est une stratégie bien huilée. Les intelligences travaillent. Dans une guerre, il y a toujours, n'est-ce pas, la guerre n'est pas seulement celle qui se fait sur le terrain. La guerre se fait de manière diplomatique, de manière journalistique, de manière, n'est-ce pas, stratégique. N'est-ce pas? Il y a des gens qui réfléchissent que si tel prend telle posture, on prend telle posture. Il y a des géostratèges, n'est-ce pas, de guerre. Il y a des géostratèges qui réfléchissent sur les comportements, n'est-ce pas, à tenir, à avoir quand il y a telle chose, telle chose, telle chose. Donc, tout est étudié, tout est mis en place. Même la communication est un élément de guerre. Et l'une des choses que nous devons comprendre aujourd'hui chez nous en Afrique, c'est que nous ne communiquons pas beaucoup. Vous ne donnez pas l'opportunité à For You Média de vous aider, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la communication de guerre. Il y a la communication, n'est-ce pas, sociale. Il y a la communication, n'est-ce pas, économique. Il y a la communication, n'est-ce pas, stratégique. Parce qu'on peut préparer une guerre, on peut projeter une guerre qui aura lieu dans 5 ans. On commence à la préparer maintenant par les voies de communication, par les éléments. Vous voyez un peu comment, dans votre élément, dans le premier débat, quand le monsieur Kagame met de manière subtile qu'il y a eu le génocide du peuple Tutsi, c'est pour déjà mettre, n'est-ce pas, dans la tête des Tutsis, qu'ils ont un ennemi appelé la Belgique. La Belgique. Donc c'est une préparation psychologique du peuple Tutsi, n'est-ce pas, à avoir comme adversaire les peuples belges. Donc c'est une guerre que ils vont se remémorer cela. Ils vont attendre, ils vont mûrir cela. Ils vont dire, ah, ils nous ont détruits, ils nous ont fait la guerre, ils ont génocidé notre peuple, et donc un jour on pourra se venger. Donc c'est une préparation psychologique. C'est une préparation, n'est-ce pas, à une prochaine guerre, ou bien à une prochaine bataille, ou bien pour justifier justement, comment dire ça, justifier, n'est-ce pas, le soutien de ce peuple-là. Donc, véritablement, monsieur Noir, quand vous regardez tous ces différents éléments-là, nous savons tous que la communauté internationale ne veut pas qu'il y ait la paix en RDC. Et donc, parce qu'elle joue sur les deux paliers, autant que la communauté, le Rwanda et ses bras armés AFC et M23 continuent des exactions, n'est-ce pas, ça leur profite l'exploitation des ressources, ça leur profite, n'est-ce pas, le désordre ou bien de faire semblant d'apporter l'aide humanitaire, ça fait semblant, n'est-ce pas, que la communauté internationale se mobilise, c'est-à-dire se mobilise pour les causes, n'est-ce pas, des peuples du monde, alors qu'en réalité, nous avons vu quand Israël et la Palestine ont eu des problèmes. Vous avez vu la position des États-Unis, l'aide qu'ils ont apportée à Israël par rapport, n'est-ce pas, à cette bataille-là. Vous voyez que ça a été, n'est-ce pas, une position ferme et vous avez vu les résultats. Vous avez vu comment l'Ukraine, n'est-ce pas, face à la Russie, a reçu tous les aides, n'est-ce pas, qu'il fallait pour justement essayer de combattre la Russie. Heureusement que la Russie était un pays, n'est-ce pas, hyper préparé pour ce genre de situation. C'est pour ça qu'on arrive à une solution aujourd'hui où on arrache la capitulation entre les mains de Zelensky, le comédien. Donc, vous voyez que tout est bien organisé, mais ce n'est que chez nous en Afrique que nous ne comprenons pas souvent certains enjeux en disant, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble pour justement davantage muscler le jeu pour que nous puissions devenir costauds, n'est-ce pas, et imposer notre loi
à certains belligérants. Je voudrais vous relancer Oui. pour la sortie, puisqu'il ne reste plus assez de temps. Est-ce qu'il est donc possible que nous allions vers la fin de ce conflit au regard des développements qu'il y a en ce moment et puis des enjeux? Alors, j'ai perdu le fil. Je pose la question, est-ce que, au regard de ce qui précède du développement que vous avez eu à faire et puis de ce qui se vit depuis quelques heures sur cette situation, peut-on espérer tendre vers la fin de ce conflit? Écoutez, la fin de ce conflit, pour moi, mon idée, et je l'ai toujours dit et je le soutiendrai toujours, cette idée, c'est que M. Tshisekedi doit muscler le jeu. Je vous prends un exemple. Regardez la posture physique de M. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien baraqué, bien costaud. Regardez Kagame. Posture physique de Kagame. Donc, même s'il faut que M. Tshisekedi l'embrasse, il écrase. Regardez la posture de la RDC, c'est-à-dire en taille, en superficie. Un grand pays. Un grand pays, pays continent. Regardez la superficie du Rwanda, c'est-à-dire la RDC avale, ça ne fait même pas le Katanga. Le Rwanda ne fait même pas le Katanga. Vous voyez un peu? Mais, bon, regardons encore en matière de population. La RDC, c'est près de 100 millions d'habitants. Plus même. Plus en près de 150 millions d'habitants. 150 millions d'habitants. Vous avez 150 millions d'habitants, vous n'avez pas une armée de 1 million de militaires? C'est possible, ça? Et vous voulez avoir le contrôle sur votre pays? Comment? La RDC doit avoir au moins dans ses rangs 5 millions d'hommes. C'est-à-dire qu'elle doit avoir une armée assez puissante. Parce que l'une des choses qu'un homme riche fait, monsieur Noir, la première des choses, mais quand vous avez un peu d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la sécurité. Vous cherchez la sécurité. Parce que vous craignez pour vos bijoux, vous craignez pour pour vous-même, vous craignez pour tout votre entourage. C'est-à-dire, quand un homme riche, première des choses, c'est de construire une maison avec une grosse barrière, avec les fils barbelés, parfois même électrifiés, parfois même avec des caméras, des chiens, des agents de sécurité, pour ceux qui ont plus de moyens, parfois même des policiers, des gendarmes et des militaires, pour garder sa résidence. Parce qu'il est quoi? Riche. Comment est-ce possible un pays aussi riche comme la RDC et qu'il n'y ait pas de sécurité, qu'il n'y ait pas de possibilité de sécuriser ce pays? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la solution est simple. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi doit lancer un recrutement urgent de 1 million de Congolais, de jeunes Congolais. Il dit, je vous donne 1 an pour éradiquer, je dis bien éradiquer, toutes les formes de rébellion qui existent sur le territoire congolais. Le M23, c'est quoi? Vous imaginez que s'il y a 5000 hommes qui descendent, n'est-ce pas, bien formés, hein? Parce que c'est possible. C'est possible de former ces gens. Laissons la Russie, laissons les grands pays, n'est-ce pas, que vous connaissez en matière de formation militaire. Vous venez au Cameroun, vous prenez les instructeurs du BI. Je salue là mon ami Eran Moas, n'est-ce pas, celui qui commande le BI actuellement, l'Israélien. Je pense que si un seul instant, les commandos du BIR vont former, parce que l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que le BIR est l'une des forces militaires les plus puissantes en Afrique. Il faut le dire clairement. Parfois, il y a certains commandants, des amis que j'ai là-bas, qui sont allés avec les hommes au niveau d'une formation, je crois que c'était en Éthiopie et tout ça. Ils ont remporté. Mais non, pas qu'ils ont remporté. Ils devaient être formés, n'est-ce pas, par les Marines américains. Mais les Marines ont commencé à donner certains mouvements. Mais les gars disent, mais c'est l'entraînement de qui? Ils ont fait ça. Donc, ils ont montré le quadruple de ce que... Plutôt, c'est eux qui sont devenus les formateurs des Marines américains. Parce qu'ils étaient tellement aguerris. Vous voyez un peu? Donc, s'il faut recruter 1 million de Congolais, vous faites appel aux formateurs du BIR, par exemple au Cameroun. J'ai pris juste l'exemple de ceux que je connais le mieux, n'est-ce pas, dans mon pays, le Cameroun, capables, n'est-ce pas, de former, de tenir
vous voyez que la RCA tient. Avant l'arrivée des instructeurs russes, le BIR y était, l'armée camerounaise y était, pas seulement le BIR, il y avait d'autres forces. Vous voyez que Boko Haram avait ses beaux jours dans l'extrême nord du Cameroun, mais le BIR en a travaillé pour justement éradiquer, n'est-ce pas, cette hydre malsaine-là. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la RDC a besoin justement de sécurité, et la sécurité ne peut que venir des Congolais, et il faut mettre des moyens pour recruter, n'est-ce pas, pour acheter du matériel. Si vous n'avez pas de l'espèce, qu'est-ce que vous faites? Vous signez un contrat. Vous dites, vous exploitez le nord Kivu et le sud Kivu, même pendant 5 ans. Vous imaginez? Exploitation du nord Kivu, vous connaissez les matières premières qu'il y a dans le nord Kivu, ce qui crée la guerre au nord Kivu aujourd'hui. Le coltan, par exemple. Parce que le coltan fait partie des matières premières aujourd'hui de toute la nouvelle technologie. Et donc, les grandes firmes internationales en ont besoin. Et donc, il faut aller chercher où c'est presque gratuit. Parce que la RDC, le Nord Kivu et le Sud Kivu étant en guerre, c'est facile d'exploiter, n'est-ce pas, le coltan. C'est facile, n'est-ce pas, de l'acheter au marché noir pour davantage ravitailler le M23 et l'AFC. Vous voyez un peu? Parce que les gens ne savent pas l'origine du conflit. L'origine du conflit, c'est les ressources naturelles de la RDC. Parce que les multinationales en ont besoin pour leur développement technologique, pour justement continuer, n'est-ce pas, leur hégémonie. Et vous savez que quand vous parlez de Microsoft, quand vous parlez, n'est-ce pas, des Sony et toutes ces grandes firmes-là qui sont dans la technologie, téléphone portable, iPhone et tout ça, c'est le coltan qui est utilisé. Les batteries de voitures et tout ça. Parfois, c'est des matières premières qui sont là, sans compter l'or qui est plus connu, le diamant et tout le reste là, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de ces dépaissements de la RDC. Donc, vous voyez que si on règle ce problème-là de sécurité en recrutant des Congolais qui vont mettre en mal, n'est-ce pas, ce M23 et l'AFC, parce que si vous déployez les hommes bien formés, en quelques semaines, vraiment, vous finissez avec ces conneries-là. Merci à vous. C'est ce terme que nous allons nous stopper ce soir. DP André Christelle Fanga, merci de nous avoir apporté vos éclairages. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je suis disponible, n'est-ce pas, je suis revenu, mais vous savez que j'étais un peu souffrant. Tout à fait. On a voulu que ce soit à la fin que nous puissions le dire. Ah voilà, j'étais un peu souffrant. Ben maintenant, le lion est debout. Merci donc à vous. On vous souhaite d'ailleurs bon retour et prompt rétablissement. Vous étiez il y a quelques heures du côté de la télévision Forum Média pour le programme de Point sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été les nôtres. Merci à Kélé qui a assuré la réalisation de cette émission. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour une autre édition de Reggae Panafricain. Au revoir.